Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, notre invité Marc-Henri, grand maître de la Grande Loge de France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en Guyane et bienvenue sur le plateau du Focus. Alors, première question, là, comme ça, qui arrive. Pourquoi autant de communication aujourd'hui? On vous voit de plus en plus, vous et vos amis, de plus en plus sur les plateaux de télévision, dernièrement sur Canal+. J'aurais envie de répondre parce que la télévision nous invite et qu'on ne peut que s'en réjouir. Parce que contrairement à ce que l'on dit souvent... Même si on vous invitait, je crois, à une époque, vous ne venez pas, non? Ça dépendait. Ça dépendait des émissions. D'accord. Ça dépendait aussi de l'angle des émissions. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui ont été faites à la télévision ou ailleurs qui étaient sulfureuses, je dirais, alors que la maçonnerie ne l'est pas. Donc on n'avait pas vraiment de raison de répondre aux invitations d'une manière systématique. En fait, l'idée... Tout ça remonte à la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu évidemment la maçonnerie totalement verrouillée par le régime du maréchal Pétain. Ça n'est qu'ensuite que le général de Gaulle va dire que les ordonnances de Pétain contre les maçons sont nulles et non avenues. Et donc elle va reprendre sa vie après la Seconde Guerre mondiale, mais très lentement. Et les frères sont restés marqués par ça, parce que le complot, entre guillemets, judéo-maçonnique dont on parlait à l'époque a quand même coûté la vie de pas mal d'entre nous. C'est vrai. Et donc il y a eu un repli, on pourrait dire un retrait. Et puis le monde change, les médias changent, et on voit bien que la communication, c'est important. Et pour être tout à fait sincère avec vous, j'espère que vous l'êtes. Mais bien sûr, mes prédécesseurs et moi-même commencions à en avoir un petit peu assez de voir ce que nous appelons les marronniers déverser chaque année leur lot d'affaires, de problématiques maçonniques, comme si les maçons avaient à nouveau recommencé à vouloir gérer le monde, et ça n'est pas la réalité. Le mystère, c'est fini ? Non, le mystère n'est pas fini, parce que ce qui se passe dans une loge maçonnique n'est pas ouvert au public. Donc on peut dire que le mystère continue, mais il y a des raisons à cela. Et la raison majeure, la raison première, c'est que pour rentrer dans un temple où une loge travaille, il faut avoir été initié. Parce que la base de l'initiation, ce sont les rites de passage. Et un rite de passage, ça consiste à prendre un individu, un homme ou femme, au demeurant, à le sortir de son groupe d'appartenance, à lui faire subir des épreuves, à le mettre à l'écart d'abord, puis les épreuves, et à l'arrivée, à le réintégrer dans un nouveau groupe. Donc, hier, je n'étais pas maçon, le lendemain, je suis devenu maçon, et je peux assister aux travaux. Et ça, c'est vrai à tous les degrés de tous les rites. D'accord, très bien. Que représente le grand maître de la Grande Loge de France dans notre société aujourd'hui? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Moi, je constate juste qu'il y a 780 loges à la Grande Loge de France, que ces 780 loges, à travers leurs députés, m'ont choisi pour momentanément être à la tête de la maison. C'est pour moi ce qui représente le plus de choses. Après, au-delà de cela, par rapport aux politiques, par rapport à la société en général, ça n'est pas ma question, puisque nous ne faisons ni politique, ni nous traitons de sujets religieux en loge. On va en parler tout à l'heure. On va en parler si vous voulez. Oui. D'accord. Comment on y entre? Vous avez presque dit un petit peu tout à l'heure comment on y entre. Est-ce qu'il y a un profil? Comment vous choisissez les futurs maçons? Oui. En fait, ce sont les futurs maçons qui choisissent, autant qu'ils le peuvent, l'obédience dans laquelle ils vont vouloir arriver. Il y a des obédiences qui font. Pourtant, ils sont parrainés. On peut pas oui, ils sont parrainés, mais le parrain peut vous orienter vers un autre atelier s'il pense que ce sera mieux pour vous. Parce que c'est toujours l'individu qui est au cœur de la démarche. C'est lui qui va décider de se poser des questions ou pas. Et quelles questions est-ce qu'il se pose? Est-ce que c'est des questions lui-même dans la société, ou est-ce que c'est d'abord lui-même par rapport à lui-même? C'est toute la différence entre les grands courants. Nous, on a une maçonnerie spiritualiste. Nous pensons... J'ai failli dire, c'est religieux. D'une certaine manière, si vous entendez le mot religieux, comme ceux qui relient les hommes. Alors si c'est cela, oui. Mais c'est surtout spirituel. La spiritualité n'appartient pas aux religions. Il y a la spiritualité, et dans la spiritualité, il y a toutes les religions. Celle d'hier, celle d'aujourd'hui, et peut-être même celle de demain. Et la maçonnerie fait partie des courants spiritualistes. En tout cas, celle de la Grande Loge, que j'ai l'honneur de présider. Mais à partir de là, l'idée derrière tout cela, c'est de dire, avant de vouloir changer le monde, il faut déjà que l'individu se transforme lui-même. Et c'est ça le but de l'initiation. Et une fois qu'il a fait ce travail, s'il y parvient, et le chemin est long, et le chemin est difficile, et caillouteux, et compliqué, s'il a tant soit peu modifié son regard sur lui-même, alors il va forcément changer de regard sur le monde. Vous voulez changer le monde? Non, ben j'aimerais bien qu'il change tout de même. Parce que quand on le regarde bien, on n'est pas très savoureux en ce moment, le monde. Ceux qui ne respectent pas les rites, ils sont mis à la porte? Ceux qui ne respectent pas les rites, je ne dirais pas ça comme cela. Je dirais nous sommes une fédération de loges à la Grande Loge, donc très démocratique. Ce sont les députés de nos loges qui élisent
tous les élus, y compris le grand maître et ses officiers. C'est comme si nous avions élu en même temps que le président de la République tout son gouvernement. Vous imaginez ce que ça aurait pu être. Donc c'est très démocratique, et ce sont les députés des loges, les assemblées générales des loges, qui décident des règles. Elles ont même la possibilité, éventuellement, de bouger, de transformer quelque chose du rituel. À partir de là, quand on s'engage dans une loge de la Grande Loge, on en respecte la règle, les règlements généraux, la Constitution et même les anciens devoirs des maçons. Si vous ne les respectez pas, ben vous tombez sous le coup d'une erreur. Est-ce que ça sera comme n'importe quelle association ou entreprise? Comme dans n'importe quelle association qui a un contrat et puis qui a ses propres règles de fonctionnement, absolument. Oui. Sauf que le contrat, là, c'est le contrat moral, on va dire? C'est un contrat moral, oui, tout à fait, tout à fait. Ce genre de confrérie attire certaines personnes pour faire partie d'un cercle de gens influents. On entend ça tous les jours. Ça leur donne soi-disant un peu de notoriété. Certains n'auraient pas compris le message? Je pense qu'ils n'ont pas compris le message ou qu'ils se sont trompés d'adresse. Pourtant, 50% des gens peut-être veulent y entrer un peu pour ça. Pour un carnet d'adresse Mais franchement. C'est possible, oui. Moi, je ne suis pas rentré pour ça, mais d'autres peuvent le faire, ou le croire en tout cas. À ceci près que c'est tellement long. Vous rentrez, vous êtes apprenti. Vous n'avez pas vraiment accès à tout ce que vous voudriez avoir. Et puis ça peut durer au minimum 1 an, mais ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. Ensuite, compagnon. Eh bien, compagnon, c'est la même chose. Au moins 1 an, mais peut-être plus. Et enfin, maître. Et là, vous commencez à avoir accès à un certain nombre de choses. Mais ils se sont découragés bien avant. Ils n'ont pas le temps. Or, pour être maçon, il faut avoir du temps. Il faut se donner le temps. Et ceux qui ont compris le vrai message, en tout cas. Pourquoi vous êtes rentré, vous? Alors moi, je suis entré et comment? Sans très bien savoir où j'allais, parce qu'on ne le sait pas très bien au départ. Mais j'y ai trouvé 37 ans de bonheur à l'arrivée. Donc j'ai eu bien raison de rentrer, même si je ne savais pas très bien où j'arrivais au départ. Je suis entré par parrainage, donc c'est mon parrain qui m'a amené dans la loge où j'ai travaillé depuis 37 ans. Et cette loge était une loge où il y avait beaucoup trop de frères du même métier. Et moi, j'arrivais avec un métier totalement décalé par rapport à eux, puisqu'à cette époque-là, j'étais danseur. Donc, voir arriver un danseur dans une loge où l'ensemble des frères sont dans le bâtiment... C'était sûrement une grande première. C'était une grande première. Depuis, on a rajouté des musiciens, des chanteurs. Donc, on a ouvert... Et ça, c'est l'idéal d'une loge. Une loge bien construite, elle doit être diverse, dans tous les domaines. Sociaux, religieux, culturels et même professionnels. C'est la loge de Kipling. Alors, pourquoi vous êtes rentré? Et donc, comment on vous a parrainé? Mais il faut être curieux. On rentre pas comme ça. Non, c'est lui qui m'en a parlé parce qu'on vous invite d'abord à participer à des réunions. Comment ça se passe? On peut. Il y a plusieurs moyens. On peut parce que je vous connais, parce que nous venons de faire ensemble une émission, et puis on va peut-être, je ne sais pas, échanger après. Et puis je vais penser que peut-être ça pourrait vous intéresser. Je vais donc m'ouvrir. Je vais dévoiler mon appartenance. À partir de là, ça vous intéresse ou pas? Ça commence comme ça. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, on peut même candidater par Internet. Bon, évidemment, ça va supposer un moment de rentrer dans le schéma traditionnel, qui est celui du parrainage. Donc, premier rendez-vous, le vénérable de la loge, c'est-à-dire le président, qui reçoit en général tous les candidats les uns après les autres, et puis ils vont échanger, discuter, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous cherchez, pourquoi voulez-vous rentrer? Et s'il répond « je viens faire un carnet d'adresse », eh bien, il a peu de chances d'arriver à passer la porte. Ils vont jamais le dire. On va tendre le coup à certains clichés. Il faut être riche, il faut avoir de l'argent, ça coûte cher. Non. J'imagine qu'on a payé des choses. Ça coûte un café par jour. Ça tourne autour de... C'est une philosophie, ça, ou c'est sérieux? Non, c'est sérieux. Entre 350 euros pour certaines loges et 400 pour d'autres. C'est bien dit, un café par jour. Quelle est la définition du symbole? Ah, alors ça, c'est compliqué. Symbole, c'est... On verra à l'écran, voilà. On verra. Il y a d'abord ça. C'est le logo de la Grande Loge de France. La Loge de France, oui. Et puis ensuite, il y a le symbole, l'équerre. L'équerre et le compas. Alors un symbole, c'est quoi? C'est un objet en général. Le plus connu, évidemment, c'est ce grand triangle avec un œil au centre. Exact. Et l'avantage du symbole, c'est qu'il n'a pas une explication définitive. Ça n'est pas clos, ça n'est pas fermé. Et lorsque, par exemple, on parle de ce triangle et de cet œil au milieu, dans les conférences publiques ou dans les manifestations où nous avons ouvert nos portes, comme les journées du patrimoine, je pose la question au public. Et je leur demande, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Et j'entends des réponses très différentes. Pour certains me disent, c'est Dieu, parce qu'ils l'ont vu dans des églises. Et c'est vrai que dans une église, ça représente bel et bien Dieu. D'autres me disent, c'est l'œil de la conscience. Oui, pourquoi pas, ça peut aussi être l'œil de la conscience. Et c'est ça, le symbolisme, c'est que c'est toujours ouvert.
et que la perception que vous en avez à un moment T peut varier dans le temps. Mais il y a quand même une vraie définition, et c'est laquelle? Il n'y a pas une vraie définition. Pour nous, c'est le symbole du grand architecte de l'univers, dans le cadre du rite écossais ancien et accepté. Il y a une devise. Quelle est votre devise? Liberté, égalité, fraternité. Elle apparaît dans le premier livre d'architecture de la toute première Grande Loge à l'année 1795, avec 3 points, bien sûr. Pourquoi autant de loges différentes? On peut s'y perdre, certaines sont mixtes. Comment on peut s'y retrouver? Bien, au départ, la maçonnerie, quand elle apparaît sur le continent, au XVIIIe siècle, elle est masculine, 100% masculine. Il y aura des loges d'adoption, où des sœurs, des femmes vont pouvoir être reçues d'une certaine manière, mais ça va disparaître très vite. Et pendant tout le XIXe siècle, il n'y a pas de place pour les femmes en maçonnerie. Et à la fin du XIXe, au moment où la religion commence à perdre pied, où on va aller vers la séparation de l'Église et de l'État, les frères se posent davantage de questions de société, dont la place des femmes dans la société. Et un des courants, qui est à l'époque, qui s'appelle la Grande Loge symbolique écossaise, une de leurs loges, qui porte bien son nom, vous allez comprendre pourquoi, elle s'appelle les Libres Penseurs, eh bien, eux, ils vont décider de franchir le pas et d'initier la première femme. Elle s'appelle Maria de Rheims. Et lorsqu'ils vont vouloir rejoindre l'obédience qu'ils avaient quittée, ils vont se heurter à un refus. L'obédience va dire les frères, oui, mais la sœur, non. Et cette pauvre Maria de Rheims va devoir attendre quelques années avant de rencontrer un autre maçon qui lui est arrivé au sommet du rite, il est donc 33e, Georges Martin, et ensemble, ils vont fonder la Fédération française du droit humain, qui est devenue aujourd'hui une obédience internationale. Donc, c'est le début de la mixité. Les frères de la Grande Loge, eux, se posent aussi la question, mais ils ne veulent pas sortir de leur monogenre. Ils veulent rester entre eux, mais ils s'interrogent aussi sur la place des femmes. Alors, eux vont remettre en route les loges d'adoption. Parce que liberté, égalité, fraternité. Absolument, et qu'ils ne contestent pas que la femme puisse recevoir l'initiation. Ils vont donc remettre en route les loges d'adoption. La première va naître chez nous en 1901, et ça va durer comme cela jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il va y avoir une trentaine de loges d'adoption qui vont vivre, disparaître, réapparaître au sein de la Grande Loge, jusqu'à la Seconde Guerre, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elles vont prendre leur liberté et elles vont fonder ce qui s'appelle aujourd'hui la Grande Loge féminine de France. Très bien. Vous êtes combien en Guyane? En Guyane, de frères de la Grande Loge, je pense environ 200, au sein de 3 loges. Il y en a une 4e qui est en gestation. Est-ce un hasard s'ils sont souvent à des postes importants? Là encore, cliché ou pas? Non, pas cliché, parce qu'un maçon a le devoir de s'investir dans la cité. Alors, selon notre mode de vue à nous, qui est naturellement, de dire, ça le tire vers le haut. D'abord, je me transforme, je réfléchis, j'essaie de me voir comme je suis vraiment, et pas comme je veux paraître, sembler être l'image que je donne. Et quand il a fait ce travail-là, il a le devoir d'aller s'investir dans la société. D'ailleurs, c'est un des buts de la maçonnerie, il est écrit clairement dans nos textes. S'investir pour le progrès matériel, moral et spirituel de l'humanité. C'est complètement utopique et idyllique, mais c'est donc son devoir que d'aller aux affaires, si l'on peut dire, avec tous les risques que ça comporte. Bien sûr. Mais naturellement, ça tire vers le haut, c'est ça? Oui, ça vous tire vers le haut, comme vous dites, très précisément. Vous êtes en Guyane pourquoi? Je suis en Guyane pour rencontrer les frères de la Grande Loge, parce qu'il n'y a pas de... Nous en avons des loges, évidemment, en France, en France, on est en France d'ailleurs, mais dans l'Hexagone, je vais dire, mais on en a partout. On en a en Nouvelle-Calédonie, on en a au Canada, on en a dans divers pays du monde. Et elles méritent, comme les autres, d'avoir des rencontres. Pas de séminaire ouvert pour que les gens puissent découvrir? Si, une conférence publique aujourd'hui, tout à l'heure. Donc, non, bien sûr que oui, pour répondre aux questions du public, justement. Et casser peut-être quelques clichés et quelques idées préconçues. D'accord. Pourquoi la chambre de commerce? Pourquoi pas dans un lieu neutre? Alors ça, c'est pas moi qui faut poser la question, c'est à ceux qui ont organisé la manifestation. Mais effectivement, chambre de commerce, ça pourrait paraître encore étrange et sulfureux. J'en ai fait une très jolie dans une université de sciences humaines. D'accord. Donc, ceci compense cela. Recrutement, rajeunir, on entend parler de ça. Vous voulez rajeunir? Recruter est un mot que je n'aime pas. Dites-moi, quel synonyme vous auriez utilisé? Recruter, ça veut dire chercher le chiffre, faire du chiffre. Alors, et le chiffre ne nous intéresse pas, c'est la qualité. Transmettre. Ça, si vous voulez. C'est un devoir pour nous, parce qu'on a reçu un héritage qui aujourd'hui a plus de 3 siècles, à travers les rites, à travers la démarche et à travers l'engagement surtout. Et ça, on a la nécessité de le transmettre. Moi, je suis très fier de savoir qu'un homme comme Pierre Brossolette a été initié dans une loge qui s'appelle Émile Zola au sein de la Grande Loge de France. Il est pour nous un maître maçon exemplaire, parce qu'il est allé au bout. Il a donné sa vie pour défendre les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Rajeunir?
Rajeunir, bien sûr, oui, parce qu'une loge, ça vit, ça meurt. Et si la loge vieillit, eh bien, il y a un moment, elle ne va plus arriver à se renouveler. Et qu'on a le devoir aussi de mêler les générations. La loge idéale, je l'ai dit, c'est celle de Kipling, toutes les couleurs de peau, toutes les religions et toute la pyramide des âges. Dernière question, que répondez-vous à cette question? Franc-maçonnerie égale pouvoir égale président de la République, vous me dites quoi? C'est que c'était vrai sous la Troisième République, que ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Notre président actuel ne l'est pas? Je n'en sais rien, mais je ne le crois pas, franchement. D'accord, très bien. En tout cas, Marc-Henri, merci. Merci à vous. Je rappelle, grand maître de la Loge de France en Guyane. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est comme ça qu'on se dit au revoir dans le Focus Info de ce soir. Pour vous donner rendez-vous demain à la même heure. Passez une excellente soirée. Sans plus tarder, le journal de TF1. Bonne soirée.